Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, herzlich willkommen. Chers participants, soyez les bienvenus à l'occasion de notre conférence intitulée L'Europe à la croisée des chemins, un regard franco-allemand sur les conséquences économiques et sociétales de l'intelligence artificielle. Cette conférence a été organisée par le plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne chargé des affaires culturelles dans le cadre du traité sur la coopération franco-allemande, le ministre-président Armin Laschet, conjointement avec Philippe Odo, l'associé gérant et président du groupe Odo BHF. Je m'appelle Ama Alcassar, je suis le plénipotentiaire du Land de la Sarre, chargé de l'innovation de la stratégie. Je vais animer cette conférence tout au long de cet après-midi. Initialement, nous avions prévu d'organiser cette conférence ici même, où je me trouve dans la représentation de Lyon de Rhénanie du Nord-Westphalie auprès de la fédération. Mais la pandémie du Covid-19 a tout changé. Comme vous pouvez le constater, nous allons organiser cette conférence en ligne. C'est ici, depuis cette représentation du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, que nous allons diffuser cela en continu, en mode streaming. Mais l'avantage, c'est que beaucoup plus de participants peuvent assister à cette conférence. Je nous souhaite une après-midi fort intéressante. Je voudrais donc passer la parole à Marc Speicher, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes et internationales et le plénipotentiaire de la Rhénanie du Nord-Westphalie auprès de la Fédération. Monsieur Speicher, vous avez la parole. Merci beaucoup. Pour ma part, je tiens à souhaiter très chaleureusement la bienvenue au ministre fédéral, M. Altmaier, au commissaire européen Thierry Breton, à notre partenaire de coopération, Philippe Odo, et je tiens à remercier bien sûr toutes celles et tous ceux qui vont enrichir cette conférence cet après-midi. Et je tiens également à vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue, mesdames et messieurs, que vous vous trouvez dans cet espace virtuel. Merci pour vos propos liminaires, Monsieur Alcassar. Merci d'animer cette conférence cet après-midi. Et je voudrais également vous souhaiter la bienvenue au nom du plénipotentiaire de la RFA chargé des affaires culturelles franco-allemandes. Il a déjà été présenté avec son titre intégral, je n'ai pas besoin de répéter, mais je le fais quand même. Monsieur Armin Laschet, le plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne chargé des affaires culturelles dans le cadre du traité sur la coopération franco-allemande. Nous aurions préféré vous accueillir ici à la représentation de la Rhénanie du Nord-Westphalie auprès de la Fédération. Mais peut-être que ce format de conférence est particulièrement bien approprié, néanmoins, à la situation et à notre sujet. Et c'est un sujet aussi très, très essentiel, très nécessaire. Donc, en fait, quand est-ce que j'ai fait la connaissance de l'intelligence artificielle? C'est dans une chef-d'œuvre cinématographique de Stanley Kubrick. Dans ce film, dans ce long métrage, il y a un ordinateur qui devient autonome. On y voyait un œil artificiel et rouge. Et on n'oubliera jamais que cet œil représentait une machine autonome qui finissait par contrôler la navette spatiale. Que ce soit dans d'autres longs métrages tels que le Terminator ou encore dans le film Minority Report, l'intelligence artificielle y a été un sujet. Ce sont les possibilités technologiques des machines auto-apprenantes qui sont présentées comme un scénario dystopique. À un moment donné, l'être humain finira par succomber, par être à la merci de ces technologies. On pouvait bien supporter, si j'ose dire, la peur que suscitait ce genre de film parce que les spectateurs savaient que c'était seulement une dystopie, un avenir qu'on pensait être très, très éloigné de nous. Mais cela a complètement changé car l'intelligence artificielle, ou l'IA, en anglais Artificial Intelligence, AI, l'IA est devenue omniprésente, que ce soit la commande vocale de notre smartphone, que nous utilisions un moteur de recherche, que nous fassions nos achats sur une plateforme de commerce électronique. Ce sont des machines auto-apprenantes. La précision de ces machines augmenteront proportionnellement aux applications que nous en ferons,
car nous fournissons aussi des données. Aucun programmeur n'a plus besoin d'intervenir, car les algorithmes et les ordinateurs reconnaissent eux-mêmes ces schémas, ces formes, et les transposeront en résultats. Les robots fonctionnent presque de la même façon. Lorsque les robots sont connectés à des bases de données immenses, en quelques fractions de secondes, ces robots peuvent avoir recours à des connaissances d'experts immenses. Et ces bases de données sont connectées avec des capteurs, des robots, et ces réseaux ne cessent d'être élargis. Je veux donc parler de possibilités d'application de ce genre qui ont complètement changé depuis ces longs métrages dystopiques dont je viens de parler. C'est notamment au Silicon Valley, l'incubateur de cette technologie, et là où les images d'une prédominance des machines, eh bien, ces dystopies ont été remplacées par des machines auto-apprenantes. Les radiologues s'en servent pour détecter des maladies. Nous entendons parler d'un monde des transports sans accident. Nous entendons parler d'une promesse selon laquelle les technologies nous soulageraient des peines de ce bas monde. Aucun problème ne semble être trop important pour ne pas être résolu par les machines. Il est évident que la propagation de l'apprentissage automatique jouera un rôle clé pour l'épanouissement économique. Pour un pays qui veut se concentrer sur l'épanouissement des forces productives, il est indispensable de faire de la recherche sur ce type de machines auto-apprenantes et de promouvoir la propagation de ces technologies. Alors, ce que je viens de décrire semble être un très beau monde, mais les technologies de l'intelligence artificielle suscitent également des craintes et des préoccupations, et il faut les prendre très au sérieux. Les entrepreneurs de renom, des scientifiques et chercheurs de renom les partagent, et ces craintes et peurs sont devenues connues, notamment au grand public dans le contexte de la conduite automobile. Dans ce domaine, il se pose la question essentielle si c'est une infraction à la dignité humaine lorsque l'être humain devient éventuellement l'objet d'un algorithme lorsqu'il fait confiance à un véhicule autonome. Puis, les craintes sont également liées aux effets des applications de technologie. La disparition des emplois qui a été prévue par certaines études, on avance seulement cet argument-là lorsqu'il n'y a pas de processus d'adaptation sociétaux grâce à la formation, à l'éducation, mais développer des options d'action politique qui n'oublient jamais que le travail a une très grande valeur éthique pour l'être humain. Ça, c'est la tâche qui incombe à la politique. Les responsables politiques ils doivent y veiller. Nous devons également tenir compte des conséquences sur les pays moins développés. Il y a eu des inégalités, mais l'Asie et l'Afrique ont rattrapé leur retard économique. Des processus d'automatisation complexes qui ne dépendent plus de sites d'implantation bon marché peuvent avoir conséquence que cette évolution sera inversée. C'est justement une approche politique qui n'est pas sceptique à l'égard des technologies, mais qui utilise les technologies, qui les promeut devrait en même temps tenir compte de la dimension éthique et sociétale et traiter ces conséquences de manière responsable. Nous devons relever ces défis qui y sont associés, non pas en tant qu'Allemands, mais en tant qu'Européens. C'est la raison pour laquelle le plénipotentiaire M. Armin Laschet organise cette conférence délibérément dans un cadre franco-allemand et dans les langues de nos deux pays, car la France est le pays partenaire le plus étroit de l'Allemagne dans le monde. Nous partageons la même conception des droits de l'homme, de la protection des droits fondamentaux et de la démocratie. Si tant est qu'il existe un style d'intelligence artificielle qui soit européen et fondé sur des valeurs éthiques, alors la France et l'Allemagne doivent œuvrer pour que ce modèle de l'intelligence artificielle européenne réussisse. En 2019, mesdames et messieurs, le traité d'Aix-la-Chapelle a été conclu entre l'Allemagne et la France.
il a placé sur de nouvelles bases le traité de l'Élysée de 1963 sur l'amitié franco-allemande. Ces bases ont été modernisées. C'est à l'article 21 du traité d'Aix-la-Chapelle que l'intelligence artificielle a été mentionnée explicitement comme un sujet qui devra être traité plus intensément grâce à la coopération franco-allemande. Nous devons, avec cette conférence aujourd'hui, concrétiser cette exigence. En effet, nous voulons permettre à des acteurs de premier plan de France et d'Allemagne à procéder à cet échange sur l'intelligence artificielle. Nous espérons que cet échange portera ses fruits. Une chose devrait être claire. Pour que l'intelligence artificielle devienne une réussite européenne, il faut qu'il y ait une collaboration entre les chercheurs, des entrepreneurs et des responsables politiques, car il faut créer un écosystème dans lequel des innovations puissent s'épanouir, un environnement dans lequel il y ait un échange permanent entre universitaires, start-up et responsables politiques. Et je me félicite que la conférence d'aujourd'hui soit parvenue à obtenir la participation de personnalités de grand renom. Je me félicite qu'avec, entre autres, bien sûr, avec Thierry Breton, Bruno Le Maire et Peter Altmer, des personnalités de grand renom aient déclaré leur volonté de participer à cette conférence, car cela témoigne quelle grande importance l'on attache à la coopération franco-allemande. J'espère vivement que la conférence d'aujourd'hui peut nous permettre d'ouvrir de nouveaux horizons concernant des questions essentielles. Que doit faire la politique? Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire? Et quel rôle peut jouer la coopération franco-allemande dans ce contexte? Nous allons écouter attentivement nos invités virtuels et j'espère qu'il y aura aussi des impulsions pour nos actions politiques. Avant de passer la parole à Philippe Odo, qui a accepté de participer à cette conférence franco-allemande en tant que partenaire de coopération, je voudrais lui formuler une dernière requête. Je voudrais que nous discutions aujourd'hui de ces sujets de façon sérieuse, mais avec de l'optimisme. Je me réjouis à l'avance d'un débat très enrichissant et je passe la parole à M. Philippe Odo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, secrétaire d'État, M. Speich. Cher plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne chargé des affaires culturelles dans le cadre du traité sur la coopération franco-allemande, ministre-président Laschet, cher ministre fédéral M. Altmaier, cher monsieur commissaire M. Breton Diaz-Thierry et Monsieur le maire, cher Bruno, chers intervenants, chers invités et spectateurs, mesdames, messieurs. Je suis très heureux de vous saluer ici, dans ce voyage virtuel. Pourquoi? Nous, avec Monsieur le ministre, Monsieur Laschet, pourquoi nous avons décidé d'organiser cette conférence avec le sujet d'Europe à la croisée des chemins avec l'intelligence artificielle, pour deux raisons. Les relations franco-allemandes et l'intelligence artificielle. Seulement un sujet, les relations franco-allemandes, la coopération franco-allemande. Monsieur le ministre-président Laschet, vous êtes le plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne dans le cadre du traité sur la coopération franco-allemande. Comme Dr. Speich a déjà dit, d'origine, c'était le traité d'Élysée qui a été conclu par M. de Gaulle et M. Adenauer en 1963, où le traité a été signé. Par contre, M. Emmanuel Macron et Mme Merkel ont conjointement renforcé ce traité d'Élysée, ce qui est très important. Et c'est important également qu'ensemble, on s'engage même plus pour approfondir ce sujet. Ces jours, on célèbre la fin, l'an prochain, de l'Union soviétique. Non, on a célébré la réunification d'Allemagne. Seulement une chose, la fin de l'Union soviétique
était la fin d'un ennemi qui avait 400 000 soldats en Allemagne de l'Est, la fin d'un ennemi qui investit 20% de son BIP dans la défense, la fin d'un ennemi d'Europe et des États-Unis. Les États-Unis qui nous ont protégés. Mais maintenant, c'est la fin de cette protection. C'est à nous maintenant de forger notre avenir ensemble. Kohl et Mitterrand ont tout de suite compris la nouvelle situation. C'est pour ça qu'ils ont décidé de s'engager vers l'Europe, d'approfondissement et d'élargissement de l'Europe vers les pays de l'Est. Ensemble, immédiatement, ils ont compris et décidé de travailler de plus en plus ensemble pour forger l'avenir ensemble. Ce que je voudrais dire en tant que témoignage d'aujourd'hui de la part des Français et des Allemands, on peut bien travailler ensemble. En 2016, on a acheté 3 entreprises en Allemagne. On est plus grand en Allemagne qu'en France. Et depuis, on coopère depuis 4 ans. Et je peux vous dire aujourd'hui que ça a été une coopération très, très bonne, très étroite, couronnée de succès. Et il y a des différences régionales, culturelles. Il faut les connaître, il faut les respecter. Je suis régulièrement en Allemagne. D'habitude, je passe 3 jours par semaine en Allemagne. Et je me sens à l'aise en Allemagne. Je éprouve beaucoup de respect envers moi en Allemagne. Et je peux vous dire que nos collègues, les collègues français, sont très fiers face au fait qu'on est devenu un groupe franco-allemand. Les collègues en Allemagne sont très heureux, sont contents d'élaborer une perspective à l'avenir conjointement avec leurs collègues français. Certainement, on peut faire encore plus entre Allemands et Français. L'identité européenne reste à fonder. Juste pour vous donner un exemple, en Allemagne et en France, on a 350 000 étudiants étrangers. Seulement 2% sont des Français en Allemagne ou des Allemands en français. Ces programmes d'échange universitaires pour l'éducation et la formation ne sont pas assez larges. Ça reste difficile de trouver des collaborateurs dans le pays respectif, d'être français pour travailler en Allemagne et l'inverse. C'est pour ça que certainement, il faut investir aux différentes dimensions et niveaux. L'intelligence artificielle reste un exemple très important où il reste beaucoup d'efforts et de travail à faire ensemble. Comme Dr. Speich vient de dire, l'intelligence artificielle est un sujet dont beaucoup de monde a peur. On a vu dans une étude qui a été conduite en France et en Allemagne que 50% des personnes interviewées ont évoqué des craintes, des peurs face à l'intelligence artificielle. Deep Blue, en 1996, le développeur de IBM qui a gagné dans l'échec contre Kasparov, cette machine, cet super ordinateur. On a vu plein d'exemples où les machines sont devenues plus intelligentes que des êtres humains. Mais ce n'est pas vrai. Et ce que je peux vous dire doit être vu de manière concrète. Il faut vraiment comprendre ce que ça signifie, l'intelligence artificielle. Il y a des menaces, certes, des gens qui ont peur d'être surveillés par cette intelligence.
d'être menacé par une perte de contrôle. Il faut créer un cadre juridique, des règles à différents niveaux, au niveau des États, de l'Europe et des entreprises pour protéger les données personnelles d'individus. Ça, c'est certes, ça, c'est clair. Mais il faut également voir comment on peut rester compétitif parce que nos concurrents en Asie, en Chine et aux États-Unis investissent énormément dans cette intelligence artificielle. Il nous faut de la créativité. Il nous faut de l'industrie et de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Dans le domaine des finances, il faut de l'IA dans le domaine de la culture, joint venture, et dans les domaines de l'industrie pour fonder d'autres sociétés, d'autres entreprises. Et nous-mêmes investissons beaucoup dans l'intelligence artificielle. Nous utilisons cette intelligence artificielle dans les domaines de l'analyse des finances, dans le wealth management, management des actifs, pour trouver les meilleures décisions. Ça, c'est très important pour rester compétitif. C'est pour ça, pour ces deux raisons, la coopération entre la France et l'Allemagne et ce sujet très important concernant l'intelligence artificielle, on était très heureux d'organiser cette conférence avec le soutien de M. Laschet. Aujourd'hui, on a invité des experts de renom et des décideurs importants pour participer à cet échange. Et je nous souhaite à nous tous un après-midi stimulant. Et c'est comme ça que je passe la parole à M. Aman Al-Kassar, CEO, Chief Information Officer de la SAR, qui va nous animer cet après-midi. On va se revoir à la fin de cette conférence. Merci beaucoup à vous tous et toutes pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Philippe Odo. Merci, Monsieur Marc Speich, pour ces premières pensées concernant la conférence, en ce qui concerne la société, mais aussi l'histoire. Beaucoup de points qu'on a déjà évoqués vont être repris pendant les tables rondes plus tard et je suis sûre que ça va être une discussion stimulante pour nous tous. Avant de commencer, juste quelques informations techniques. En tant que participant et participante, vous pouvez activement participer et intervenir. Il y a deux possibilités. Tout d'abord, vous pouvez poser des questions. Le portail pour les questions est ouvert. Ça veut dire pour chaque table ronde, vous pouvez évoquer des questions ou des commentaires à l'écrit. On essaie de les intégrer dans notre discussion. Si pour des raisons de temps, on ne peut pas répondre à toutes les questions, je vous promets qu'après la conférence, on va envoyer les questions et les commentaires à chaque intervenant. Rien ne sera perdu. Et deuxième possibilité, de temps en temps, on va faire un vote en ligne concernant l'intelligence artificielle. Vous avez sur votre écran un conteneur, quelque chose, un petit truc dont je ne me rappelle pas le nom, sur la droite de votre écran, vous avez la possibilité de cliquer sur poser question et aussi la possibilité de participer à notre vote en ligne. C'est un peu plus haut sur la droite. Et pour commencer tout de suite avec ce vote en ligne, j'ai la première question pour vous qui va tout d'abord préparer le cadre ou provoquer un petit peu vos pensées. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est plutôt des risques ou des opportunités? Et cet après-midi, on va avoir un premier retour d'information pour participer au vote, il faut cliquer sur l'option correspondant et puis envoyer votre réponse. Si vous n'envoyez pas votre réponse, votre vote sera perdu.
Permettez-moi maintenant d'annoncer le prochain intervenant et le présenter Bruno Le Maire, qui est ministre pour l'économie et des finances, ainsi que l'essor économique, un super ministre en France. Malheureusement, à cause de la situation actuelle, avec la pandémie, tout ce qui se passe autour du Covid-19, il est incapable de participer en ligne, live, dans cette conférence, mais il voulait quand même faire sa contribution. C'est pour ça qu'il nous a envoyé une vidéo qui a été préenregistrée et je vous permets de regarder cette vidéo avec moi. Cher Armin Laschet, Monsieur le ministre, cher Peter Altmaier, Monsieur le commissaire européen, cher Thierry Breton, Mesdames et Messieurs, je ne peux malheureusement pas intervenir en direct à cette conférence, mais je tenais impérativement à enregistrer cette vidéo pour vous dire à quel point le couple franco-allemand sera absolument décisif pour construire une souveraineté technologique, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous ne réussirons rien si l'Allemagne et la France, ensemble, ne donnent pas un élan. Regardons les réussites récentes de l'Europe. L'accord de Meseberg, avec des propositions concrètes pour l'avenir de l'Union européenne et de la zone euro, accord conclu en 2018. Un accord franco-allemand. La création d'une filière européenne des batteries électriques, de la production au recyclage, accord que nous venons de finaliser avec Peter Altmaier et nous venons d'en reparler cette semaine, c'est un accord franco-allemand. L'accord franco-allemand, puis au niveau européen, pour éviter que l'Union européenne, et particulièrement la zone euro, ne se fragmente entre des économies qui se redresseraient, des économies qui ne se redresseraient pas à cause de la crise sanitaire. Là aussi, cet accord a été trouvé grâce à l'élan donné par la chancelière Merkel et le président de la République, Emmanuel Macron. Quand la France et l'Allemagne unissent leurs voix, travaillent de concert, lancent des initiatives, l'Europe avance. Nous devons aussi avancer sur la question de l'intelligence artificielle et nous avons, Français et Allemands, une responsabilité particulière. L'intelligence artificielle est la rupture technologique du XXIe siècle. Ce n'est évidemment pas la seule. Le stockage des énergies renouvelables, par exemple, va transformer la manière dont on consomme et dont on produit de l'énergie. L'hydrogène, sur lequel nous sommes aussi très engagés avec l'Allemagne, va révolutionner les mobilités. Le calcul quantique va démultiplier la puissance de nos algorithmes. Mais l'intelligence artificielle est une technologie transversale. Tous les secteurs, sans exception, de l'agroalimentaire à l'aéronautique, vont en bénéficier. Tous les métiers, du conducteur de bus au radiologue, verront leurs habitudes professionnelles changer. Cette révolution technologique va changer l'ordre des puissances. Elle va faire, au XXIe siècle, des vainqueurs et des vaincus. Il y aura d'un côté les États qui auront pris le tournant de l'intelligence artificielle, qui auront massivement investi dans la recherche, qui auront formé au nouveau métier de l'intelligence artificielle. Ce seront les vainqueurs du XXIe siècle. Et puis de l'autre, il y aura les États qui seront restés immobiles, qui n'auront pas investi, qui n'auront pas mesuré la brutalité de cette révolution technologique. Je sais la place que je veux pour la France. Et je sais, cher Armin, cher Peter, nous nous connaissons depuis des années, nous sommes liés par des liens d'amitié, je sais la place que vous voulez pour l'Allemagne. Nous devons donc ensemble devenir les leaders de l'intelligence artificielle. Mais des leaders qui respectent leurs valeurs, qui protègent leur liberté, qui protègent leurs données personnelles, leurs données stratégiques. C'est cette ambition que nous partageons avec l'Allemagne et que nous devons transformer dans les mois qui viennent en ambition européenne. Nous devons donc agir dans 3 directions pour réussir cette révolution technologique de l'intelligence artificielle européenne. Première direction, construire une véritable offre européenne d'intelligence artificielle. Et pour cela, nous devons financer, former, coopérer. Financer les développements technologiques, les applications commerciales et industrielles de l'intelligence artificielle. Nous le faisons déjà dans nos 2 pays avec 2 stratégies nationales ambitieuses. Il faut maintenant que nous le fassions au niveau européen et franco-allemand pour ne pas manquer de data scientists, de développeurs, de chercheurs en intelligence artificielle. Coopérer ensuite en créant des standards européens en matière d'intelligence artificielle. Nous le faisons dans le domaine du cloud avec Gaia-X. C'est là aussi un grand succès franco-allemand. La deuxième grande direction,
c'est avoir une intelligence artificielle conforme à nos valeurs. Quand vous regardez ce qu'ont fait les gens du numérique américain, ils ont construit une intelligence artificielle qui ne prévoit pas simplement nos comportements, mais qui veut orienter nos comportements, et notamment nos comportements de consommation. Nous ne pouvons pas accepter que l'intelligence artificielle nous dicte nos décisions sans aucune transparence. Nous ne pouvons pas accepter qu'elle nous dise quoi faire, où nous déplacer, quoi manger, et nous rendre totalement dépendants. Nous voulons donc bâtir une intelligence artificielle respectueuse des droits des utilisateurs, qui protège nos données et dont les raisonnements soient totalement transparents. L'Europe a été pionnière. Elle a protégé les données des utilisateurs grâce au règlement général sur la protection des données. Nous devons continuer dans cette voie. C'est la voie de la liberté et c'est cette voie-là qui fera notre force. La troisième direction, c'est établir une concurrence numérique équitable. C'est un des grands défis de l'économie numérique dont la solution ne peut être trouvée qu'au niveau européen. C'est la raison pour laquelle nous soutenons activement le projet de la Commission européenne autour du Digital Services Act, qui a été porté par le commissaire européen Thierry Breton. Et Thierry a fait un travail exceptionnel pour porter ce texte-là. Nous espérons que cela permettra de développer un outil réglementaire capable de lutter contre les positions dominantes et d'éviter les stratégies d'acquisition agressive d'une poignée de géants du numérique. C'est la raison pour laquelle je continuerai aussi à me battre pour une juste taxation des géants du numérique. Nous devons avoir pour ambition d'atteindre une solution dès l'année prochaine au niveau européen et au niveau de l'OCDE. Plusieurs États européens ont déjà adopté une taxe nationale. Évitons d'avoir une série de taxes nationales. Il vaut mieux avoir une solution commune qui sera plus efficace et qui sera plus juste. Construire une offre compétitive, bâtir une intelligence artificielle conforme à nos valeurs, établir une concurrence numérique équitable, voilà les trois directions que nous devons suivre ensemble pour faire réussir l'Europe dans cette révolution technologique décisive qu'est la révolution de l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, cher Peter, cher Armin, cher Thierry, une fois encore, je regrette de ne pas pouvoir participer plus longuement à ce débat, mais nous avons l'occasion d'échanger tous les trois très souvent ensemble. Je vous souhaite à tous une excellente conférence. Je me rendrai au début du mois de décembre en Allemagne et j'aurai l'occasion d'aborder ces sujets qui sont si décisifs pour l'avenir de l'Europe. Merci à tous. Ja, vielen Dank für dieses Impulsstatement. Merci beaucoup pour cette intervention, Monsieur le ministre. Comme le ministre français de l'économie et des finances l'a déjà dit, l'Allemagne et la France ont toujours été les forces motrices au sein de l'Union européenne, surtout quand il s'est agi de l'innovation et des progrès technologiques, et cela vaut également pour l'intelligence artificielle. Cependant, il est tout aussi évident qu'en tant qu'économie, nous ne pourrons faire face aux défis de l'avenir que si nous parlons d'une seule voix. Cela vaut surtout pour l'intelligence artificielle, où la concurrence exercée par la Chine et les États-Unis est très importante. Et c'est la raison pour laquelle je suis d'autant plus heureux que Monsieur le commissaire Thierry Breton soit avec nous, le commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, et qui adopte un regard européen sur cette intelligence artificielle. Je vous passe volontiers la parole, Monsieur le commissaire. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup, cher président Armin Laschet, pour cette initiative. Merci aussi, cher Philippe Odo, pour être aussi actif dans ce partenariat qui nous est si cher. Mesdames et messieurs les ministres, merci aussi à Bruno. Je suis vraiment très heureux de prendre la parole avec vous aujourd'hui lors de cette conférence franco-allemande, évidemment en ma qualité de commissaire européen. Et je suis particulièrement heureux, pour les raisons que vous avez un peu rappelées, et en particulier Bruno Le Maire, que vous ayez choisi de dédier cette journée à la question de l'intelligence artificielle. Je suis aussi heureux de constater que l'esprit d'amitié, je le connais particulièrement bien et je l'apprécie, vous le savez tous, l'esprit d'amitié franco-allemand, de coopération aussi, est tellement important,
vit également à l'ère du numérique. Il est absolument essentiel d'encourager ce type de partenariat et cette conférence est évidemment un signe clair de votre engagement commun. Alors, la question de l'intelligence artificielle ne relève pas d'un futur lointain, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, on y est, elle est là, bel et bien présente déjà, d'ores et déjà, dans tant de niveaux de notre société. Elle est utilisée pour relever certains défis, parmi les plus grands auxquels nous sommes confrontés, notamment, on l'a vu dans cette crise si difficile que nous traversons. Elle contribue par exemple au diagnostic et à la prévention du Covid-19, qu'il s'agisse par exemple d'analyser les résultats d'imagerie thoracique et aussi également, on l'a vu, avec des progrès absolument considérables, inimaginables il y a encore quelques années pour accélérer la recherche et la mise en place d'un vaccin. En fait, tout ça met en évidence évidemment l'énorme potentiel de l'intelligence artificielle pour notre société, pour notre économie, mais comme suggéré par le titre de votre conférence, nous sommes en fait à la croisée des chemins. Le temps est venu de faire des choix sur la façon dont nous voulons exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle afin que cette technologie, Philippe Odo l'a rappelé, respecte nos principes et nos valeurs. En fait, comme dans beaucoup d'autres domaines, pour moi, l'approche se résumerait en une phrase, si vous me permettez. Dans ce domaine, comme dans d'autres, c'est à nous-mêmes, de fixer nos règles selon les valeurs que nous défendons en Europe et non pas d'être tributaires de celles des autres. Du reste, comme annoncé dans le livre blanc publié en février 2020, nous souhaitons favoriser la création d'écosystèmes d'excellence, mais aussi de confiance, parce que derrière, évidemment, le mot confiance, le terme confiance est absolument essentiel en Europe. L'Europe occupe déjà une position solide, en particulier dans la recherche, ça a été rappelé, et je suis bien placé pour le savoir. Nous sommes par exemple leader mondial en robotique. En fait, bâtissons sur ce socle pour accroître notre leadership d'excellence. Alors comment ? Tout d'abord, nous allons favoriser la recherche et la collaboration entre les États membres et les investissements dans le développement de l'intelligence artificielle et les compétences numériques. Notre objectif, je le rappelle ici, est d'attirer chaque année et pendant plusieurs décennies, enfin non, en tout cas la prochaine, et on espère plusieurs ensuite, mais à la prochaine déjà, plus de 20 milliards d'euros d'investissement au sein de l'Union européenne. À ce titre, je voudrais vous rappeler, j'en parle beaucoup en ce moment, mais c'est très important, que nous avons vraiment insisté pour que 20% minimum des plans de relance nationaux que l'ensemble des États membres sont en train de finaliser afin de les présenter à la Commission, soient dédiés spécifiquement au numérique. Et quand on parle de numérique, évidemment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Le but de l'excellence est bien sûr indiscutable et l'Europe dispose d'une multitude de données industrielles, je ne sais pas de le dire, pas de données, pas d'intelligence artificielle. Donc, il se trouve que nous allons être sans doute l'un des premiers générateurs de données, si ce n'est le premier générateur de données industrielles au monde dans les semestres qui viennent, ce n'est pas dans les décennies, dans les semestres qui viennent, avec une vague de données beaucoup plus importante du reste que celle que nous avons connue au début de cette ère du numérique, la vague des données personnelles. Quand je dis beaucoup plus, c'est 3-4 fois plus important et dans les années qui viennent. Bon, voilà, on est donc particulièrement bien placé pour précisément nous positionner sur l'utilisation, l'usage de ces données qui sont, on ne le dira jamais assez, je dirais le carburant intelligent, si j'osais, pour nourrir ensuite les machines apprenantes, et puis ensuite les algorithmes, et puis ensuite, bien entendu, définir les applications spécifiques qui en sont issues. Et c'est pour ça qu'il est absolument indispensable d'avoir en fait un véritable marché unique des données, et que les données en particulier, les données européennes, et en particulier celles auxquelles je viens de faire allusion, les données industrielles, puissent être partagées en Europe. Parce qu'évidemment, sans fluidité, là encore, pas d'application. Mais partagées en Europe, selon nos règles. C'est pourquoi nous avons proposé hier, donc on est vraiment au cœur de l'actualité,
un règlement sur la gouvernance européenne des données que j'ai porté, ce qui complétera notre soutien à une infrastructure de cloud européenne. Et Peter Altmaier et Bruno Le Maire sont très au fait de ce sujet, puisqu'on a travaillé beaucoup ensemble. Également une infrastructure de calcul de haute performance, parce qu'évidemment, pas de calcul de haute performance, pas d'intelligence artificielle non plus. Donc là aussi, nous avons décidé d'accroître encore notre expertise et notre compétitivité et l'innovation en Europe dans ce domaine. Et puis évidemment, pas de supercalculateur sans microprocesseurs ultra rapides. Et là aussi, nous avons décidé de lancer une alliance spécifique en Europe. Ce sont, vous voyez, toutes ces briques qui constituent évidemment, je dirais, l'architecture qui va nous permettre d'utiliser, d'exploiter toutes ces données avec notre inventivité, avec notre expertise, avec celle de nos ingénieurs, de nos jeunes talents, de nos chercheurs, de nos doctorants, et qui sont extrêmement innovants, on le sait, en Europe. On nous les envie beaucoup, du reste. Quelquefois, du reste, on leur fait des propositions pour quitter notre continent. Et je crois qu'avec tout ce que nous faisons ensemble, il y aura vraiment matière non seulement à rester, mais à s'épanouir dans ces domaines et à faire des carrières absolument formidables. Mesdames et messieurs, pour construire cet écosystème d'excellence, nous avons donc évidemment, parce qu'on ne peut le faire qu'au niveau d'un continent, et nous avons besoin de coopération européenne. Je dis bien d'un continent, de notre continent. On le voit dans tellement de domaines aujourd'hui. C'est peut-être l'une des leçons du reste de cette crise tragique que nous vivons. On ne s'en sortira pas, on le sait, on ne s'en sort pas sans être tous ensemble au niveau d'un continent. Un pays seul aujourd'hui ne peut plus répondre aux défis. Mais c'est vrai dans tant de domaines. Oui, l'Europe continent, c'est aussi notre atout essentiel quand on parle d'intelligence artificielle. Mais Bruno l'a rappelé tout à l'heure, Bruno Le Maire l'a rappelé, il y a des partenariats qui sont forts, qui sont moteurs, et évidemment, le partenariat franco-allemand est l'un de ceux qui est le plus efficace et qui a montré son efficacité au cours de notre histoire récente, évidemment, quant à son implication et la réussite de ce qu'il a pu contribuer à faire pour construire notre Europe. Dans ce contexte, je voudrais rappeler que la France et l'Allemagne ont été parmi les premiers pays européens à publier leur stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Ils continuent donc à être des acteurs essentiels pour une Europe forte et souveraine dans le domaine du numérique. Je rappelle que la chancelière nous a tous incités à réfléchir à ce qu'il fallait faire pour que l'Europe devienne souveraine, c'est le terme qu'elle a employé dans le terme du numérique, et évidemment, l'intelligence artificielle est un des éléments majeurs de cette souveraineté numérique souhaitée par la chancelière, mais aussi, je le sais, par le président Emmanuel Macron. Des initiatives telles que la création, par exemple, pour nourrir ce dont je viens de parler, du réseau franco-allemand de recherche et d'innovation dans l'intelligence artificielle, sont des exemples parfaits de la manière dont nous pouvons et nous devons aussi unir nos forces en Europe. Mais comme je l'ai dit, l'excellence seule ne suffit pas. Et pour que l'intelligence artificielle soit largement acceptée dans nos sociétés et déployée partout dans notre économie, nous avons besoin d'un cadre juridique clair, prévisible, lisible, qui génère ce qui est le plus important pour nous tous. Pour moi, qui ai été aussi ministre des Finances, je sais le poids de ce mot, la confiance. Le but de la proposition législative sur l'intelligence artificielle que nous présenterons, je le rappelle, début 2021, est de créer précisément cette confiance, d'améliorer aussi la sécurité juridique, sans évidemment entraver nullement l'innovation. On l'oublie souvent, mais la sécurité juridique, c'est un moteur important de l'innovation. Ça donne un cadre, ça donne une visibilité, ça donne, je dirais, ça fixe les limites dans lesquelles il faut s'inscrire. C'est extrêmement important pour la recherche et pour l'innovation. Nous suivons donc une approche qui est proportionnée pour encadrer les risques associés aux utilisations concrètes de cette technologie. Et on les cerne assez bien maintenant, en particulier sur les droits fondamentaux, sur la sécurité. Elle sera basée sur des principes simples, 4 ou 5 principes de base que je voudrais rappeler avec vous. Tout d'abord, une définition de l'intelligence artificielle large, fonctionnelle,
neutre, c'est très important sur le plan technologique, qui puisse résister évidemment à l'épreuve du temps dans un domaine qui lui-même est très dynamique. Deuxièmement, une approche différenciée et graduelle, suivant le niveau de risque, avec un cadre juridique général applicable à toute l'intelligence artificielle, mais avec aussi des restrictions limitées aux utilisations spécifiques à haut risque que nous allons définir. C'est un domaine important sur lequel il faudra évidemment avoir une attention toute particulière. Pour les cas d'utilisation à risque exceptionnellement élevé, on peut imaginer aussi varié qu'une opération, par exemple, à cœur ouvert. Il y a aussi des processus de recrutement qui nécessitent d'avoir, je dirais, une neutralité totale. On a beaucoup de ces sujets, de ces applications en tête. Eh bien, nous formulerons des exigences essentielles portant, par exemple, sur la qualité des datasets, c'est-à-dire des données utilisées pour entraîner les algorithmes. Merci sur ce point, parce qu'on l'oublie trop souvent, mais je le redis, l'intelligence artificielle, c'est d'abord avant tout des données qui sont mises en perspective, qui sont entraînées au sein des réseaux neuronaux qui nourrissent les machines apprenantes, qui vont ensuite eux-mêmes permettre d'enrichir les algorithmes. Et évidemment, avec des données particulières, vous pouvez éventuellement avoir des résultats particuliers. Donc la connaissance du patrimoine informationnel de ces données est très importante et c'est un sujet essentiel dont nous parlerons évidemment. Quatrième point, je reviens une seconde sur la nature auto-apprenante et évolutive du nombre de ces applications. Évidemment, le respect des exigences essentielles devrait être vérifié ex ante avant que le système d'intelligence artificielle ne soit vendu par le biais d'une évaluation de conformité, tant il est vrai qu'un système s'auto-entraîne, se nourrit de lui-même. Donc, il faut bien pouvoir évidemment avoir la visibilité de ce qu'il pourra donner dans le temps et dans le temps de son utilisation et de ses usages. Cinquième point, on accordera une attention toute particulière à l'utilisation de l'identification biométrique à des fins de surveillance à distance des espaces publics, comme par exemple dans les aéroports, les stades, par exemple, de football ou autres, les centres commerciaux, certaines places, des rues. Ces systèmes devraient toujours être considérés comme à haut risque par rapport à la cartographie dont je venais de parler et leur conformité vérifiée, là encore, ex ante, voire du reste faire l'objet d'exigences et de conditions supplémentaires. L'intelligence artificielle, c'est évidemment une technologie au sens très large, évidemment, structurante pour notre société, notre économie, notre industrie. Et en appliquant ces règles à tous les systèmes d'intelligence artificielle vendus ou utilisés et exploités en Europe, qu'ils proviennent du reste d'Europe ou d'ailleurs, il est possible d'assurer que l'intelligence artificielle respectera pleinement nos valeurs, ce qui est absolument essentiel pour nous en Europe et notre sécurité. Pour conclure, je voudrais vous dire que nous souhaitons que l'Europe, évidemment, devienne un leader mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle. On a tout pour ça. Digne de confiance, c'est extrêmement important, mais aussi que chacun au sein de l'Union européenne puisse bénéficier des technologies les plus avancées, tout en étant évidemment certain d'être protégé des dangers potentiels. On ne pourra pas atteindre ces objectifs ambitieux seuls, on en est bien conscient, et la Commission a besoin de l'ensemble des États membres engagés, et parmi tous ces États membres, évidemment, la France et l'Allemagne, avec des plans tout aussi ambitieux. C'est ensemble, évidemment, que l'on pourra atteindre ce challenge. Il est vraiment plus que jamais nécessaire dans ce domaine, mais dans beaucoup d'autres, évidemment, de travailler ensemble dans le sens de l'intérêt général de l'Union européenne, de notre continent Europe. Le partenariat franco-allemand a toujours été important à cet égard. Ça a été rappelé et c'est ô combien vrai. Il est, je dirais, d'autant plus aujourd'hui dans ce domaine si important pour notre avenir. Merci beaucoup et merci de m'avoir convié à votre journée. Je vais écouter avec beaucoup d'intérêt les interventions des participants.
Merci, messieurs les ministres. Merci à tous. Vielen herzlichen Dank, lieber Kommissar Breton, für Ihre Ausführungen. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire, pour vos explications. J'ai pris note de beaucoup d'impulsions dont vous avez parlé, de beaucoup d'éléments que j'ai notés, surtout et entre autres que nous avons besoin d'un cadre réglementaire harmonisé en Europe. Vous l'avez souligné plusieurs fois. En même temps, vous avez attiré notre attention sur le fait que cette technologie est tributaire de l'agilité et il faut créer un lien entre les deux. Ça sera essentiel. C'est sûrement un thème qui est très intéressant qui va être traité dans les interventions qui vont venir maintenant. Merci d'ailleurs, Monsieur le Commissaire, d'avoir pris le temps pour assister à notre conférence, car, Monsieur le Commissaire, cela montre clairement quelle grande importance vous accordez à ce thème. Merci beaucoup à vous.